Bonjour à tous, soyez les bienvenus. Nous sommes ravis de vous avoir sur Audace Télévision pour le compte de l'émission Les Déraisonnables. Les Déraisonnables, c'est l'émission qui donne la parole, qui s'intéresse à ces entrepreneurs qui ont l'audace d'entreprendre justement alors qu'au départ, rien du tout ne les prédestinait à ce qu'ils sont aujourd'hui. Aujourd'hui, nous recevons pour ce numéro un invité exceptionnel que je vais présenter tout à l'heure et vous saurez pourquoi. Il s'appelle tout simplement Aziz Seni. Aziz, c'est un plaisir de vous avoir. Bonjour. Bonjour. Merci de votre invitation. Merci aussi. C'est un vrai plaisir et aussi un honneur de vous avoir dans notre émission Les Déraisonnables. Vous vous définissez aussi comme déraisonnable? Je pense que l'inconscience est une forme d'intelligence, pourvu que les risques soient anticipés et mesurés. On a besoin de folie. Ce sont les grands fous qui ont fait avancer l'humanité. Des gens comme Edison qui n'ont pas amélioré la bougie et ont été arpentés un peu à l'aventure la création de l'ampoule. Pierre et Marie Curie et d'autres grands inventeurs qui ont été, oui, des grands fous. Certains appellent ça des génies. Léonard de Vinci, en son temps, pensait qu'on pouvait voler. Il était pris pour un fou à son époque. Aujourd'hui, on arrive même à aller dans l'espace, sur la Lune et sur d'autres planètes. Donc oui, on a besoin de gens déraisonnables, de gens inconscients, de fous comme Elon Musk, comme Steve Jobs et d'autres qui font avancer notre réflexion et repoussent à chaque fois un peu plus les limites du possible. Et vous en faites partie? Je ne sais pas, en tout cas j'essaye d'être un peu créatif, d'essayer d'imaginer d'autres formes de pratiques économiques, d'entrepreneuriat et d'aller sur des chemins où peut-être personne n'a encore été. Bien sûr. Alors dans cette émission, on ne va pas parler du passé, pas trop de votre parcours, on va parler des perspectives, ce qui nous intéresse le plus. Mais toutefois, dites-nous d'où venez-vous dans le domaine de l'entrepreneuriat? Écoutez, moi je suis né au Maroc, je suis arrivé très petit en France, j'ai grandi à Mantes-la-Jolie, la capitale des Peuls en France, Quand même, hein? un lien très fort avec le Sénégal, et j'y ai créé ma première entreprise de transport à la demande, de taxi collectif, une entreprise que j'ai développée qui a dépassé la centaine de chauffeurs en Île-de-France. J'ai été aussi à l'origine en association de création d'un réseau de location de véhicules, d'un fonds d'investissement aussi, avec l'appui d'un grand monsieur qui est le fondateur d'AXA, un fonds d'investissement pour les banlieues, pour les entreprises installées en banlieue, qui s'appelait Business Angel des cités, qui s'appelle aujourd'hui Impact Partner. Et voilà, j'ai un parcours d'entrepreneur, j'ai jamais été salarié dans un groupe et j'ai depuis un an mis les pieds sur le continent africain et plus particulièrement au Sénégal et plus particulièrement à Dakar. Vous êtes classé 63e parmi les entrepreneurs français les plus en vue, les plus remarqués. Dites-nous, ça vous fait quoi? Écoutez, les classements, on leur fait dire ce qu'on veut, c'est une reconnaissance forcément, mais l'important c'est que le travail soit accompli, qu'on puisse réaliser ses rêves. Moi, ça fait 20 ans que je suis entrepreneur et ça fait 20 ans que je m'éclate, ça fait 20 ans que je fais des choses qui me plaisent et c'est surtout ça la vraie chance, parce que beaucoup de gens se lèvent le matin, vont au travail parce qu'ils sont obligés, parce qu'ils n'ont pas choisi, parce qu'il faut payer les factures et remplir le frigo et son loyer en fin de mois. Moi, très tôt, très jeune, j'ai choisi que mon chemin, j'ai un petit peu pris mon destin en main et depuis je m'éclate. Alors tout n'est pas facile tous les jours, il y a des hauts, il y a des bas, mais cette route, ce chemin de l'entrepreneuriat, eh bien, me va parfaitement. Je suis quelqu'un d'heureux professionnellement, vraiment très heureux. D'où vous êtes venu ce courage, cette volonté et surtout cette motivation de vous lancer dans l'entrepreneuriat? Écoutez, moi je suis un fils d'ouvrier immigré qui est arrivé en France pour travailler. C'est une migration économique, comme il y a eu une grosse vague dans les années 60 d'ouvriers qui sont venus des anciennes colonies françaises, maghrébines, subsahariennes. Et mon papa Dieu et son âme, nous a élevés avec des valeurs parmi lesquelles le travail, essayer de s'accomplir, se faire plaisir, se dépasser, le dépassement de soi. Et donc, j'avais pas d'entrepreneurs dans ma famille, pas des gens que je côtoyais, c'était pas les amis de papa, les entrepreneurs d'un milieu ouvrier. Je savais pas ce que ça pouvait être un entrepreneur. C'est juste peut-être l'envie et l'inconscience. On a commencé par parler de folie, oui, peut-être une forme d'inconscience. Le côté un peu téméraire, voire audacieux, de se dire c'est un challenge, je vais y arriver.
Mon papa était ouvrier, ben moi je vais être chef d'entreprise. Avec tout ce que ça recouvre comme reconnaissance sociale, estime de soi, l'image qu'on peut renvoyer à la fois pour soi-même et pour les autres, et puis la fierté que ça peut incarner pour sa famille, parce que c'était aussi une forme de remerciement. L'immigration, c'est pas quelque chose de facile, particulièrement pour cette génération en Europe. Ils ont sacrifié beaucoup de temps, leur vie, leur famille, et c'était la moindre des choses que de leur dire qu'à travers cette réussite entre guillemets sociale, parce que pour des parents immigrés, avoir des enfants chefs d'entreprise, c'est une belle réussite professionnelle, c'était simplement une forme de merci. Voilà, vous n'avez pas fait tout ça pour rien. D'accord, on reviendra sur le parcours, les difficultés à la fin de cette émission. Mais bien avant, dites-nous, pourquoi vous avez choisi d'investir en Afrique, M. Aziz? Écoutez, c'est peut-être la crise de la quarantaine. J'arrive à 40 ans, j'avais envie de faire d'autres choses. Vous savez, j'ai fait beaucoup de choses en France. Je me suis impliqué pour les banlieues, énormément. Une association d'aide à la création d'entreprises pour les banlieues, un fonds d'investissement pour les banlieues. J'ai écrit un livre et un guide de l'entrepreneuriat qui s'appelle Monte ton bise pour les entrepreneurs qui se trouvent en banlieue. Et je n'avais pas d'expérience internationale. On ne me l'enlèvera pas, je suis d'origine africaine. Je suis né au Maroc, sur ce grand continent ancestral, et que je ne connaissais pas. Et j'avais aussi envie de faire ce qu'on appelle une sortie de sa zone de confort et d'aller tenter l'aventure. Alors un peu comme les cow-boys du temps du Far West qui rêvaient de conquérir le Grand Ouest, eh bien j'ai posé mes valises à Dakar en me disant j'ai une petite expérience dans le domaine de l'entrepreneuriat, mon fil conducteur c'est l'impact social, c'est essayer d'avoir des entreprises qui gagnent de l'argent, mais en se souciant fortement de l'impact social, de l'environnement, du bien-être qu'on peut produire à travers les organisations économiques. Et j'ai décidé de m'installer à Dakar, parce que le destin est bien fait. J'ai un ami franco-sénégalais, Dieu et son âme, Ambroise Mala, qui m'a invité au Sénégal il y a 1 an et demi, pour des vacances, pour me faire découvrir ce pays que je ne connaissais pas. Je suis tombé amoureux. J'avais dit à Ambroise, Dieu, son âme, je reviendrai, je vais m'installer, je vais développer une entreprise ici. Il m'a dit, oh, tu sais, il y en a beaucoup qui visitent et après qui repartent. Le mois d'après, j'étais installé ici, à Sacré-Cœur, près de l'école BEM, où j'ai pris mon appartement. Et puis j'ai pris le temps aussi de découvrir cette culture, la société, les Sénégalais, avant de pouvoir commencer à réfléchir à une vraie création d'entreprise. Parce qu'il ne s'agissait pas pour moi d'arriver et de plaquer un modèle, ça ne marche jamais. Il faut arriver humble, en posture ouverte, essayer de comprendre l'autre, dans sa culture, dans son histoire, dans toutes ses dimensions, avant de pouvoir correctement se lancer à écouter et à offrir quelque chose de nouveau aux consommateurs et essayer de voir quel impact social ça peut avoir. Dans quel domaine vous investissez au Sénégal? Alors moi j'ai créé une société qui s'appelle C'est mon taxi. C'est mon taxi, ce n'est pas une société de transport, on va dire qu'on valorise le métier du taxi. On a 4 axes, 4 métiers. On forme des jeunes diplômés, sans emploi, à l'esprit entrepreneur taxi. Il ne s'agit pas simplement de les former à devenir des chauffeurs de taxi, mais entrepreneurs taxi. C'est-à-dire de concevoir le métier de taxi comme une petite entreprise, une micro-entreprise qu'il va falloir gérer, développer avec des problématiques d'organisation, des problématiques commerciales, des problématiques de gestion logistique. Bref, une dimension un peu 360 degrés. On a un deuxième métier qui est celui de faire de la location-vente de taxi, avec une particularité, c'est que c'est de la location-vente de taxi sans apport ni caution personnelle, ni caution financière, pardon. Donc, un jeune qui est formé chez nous, ou un ancien locataire de véhicules de taxi, peut accéder à l'acquisition, à la propriété d'un véhicule. Il vient nous voir, il nous explique quel véhicule il veut acheter, nous l'achetons pour lui et nous le mettons en location-vente sur des durées de 48 à 60 mois. Donc c'est 4 à 5 ans. Nous avons un troisième métier qui est celui de valoriser le chiffre d'affaires. On va aider le taxi à gagner mieux sa vie. Alors avec 2 choses, on a pour l'instant une application de type Uber, réservation digitale, réservation de courses de taxi par application digitale. Et nous sommes en train de lancer un concept innovant, inédit sur le continent africain, c'est Taxi Shop. Taxi Shop, qu'est-ce que c'est? C'est transformer les taxis en petites boutiques ambulantes, en centre de distribution de proximité, où le client pourra acheter de l'eau, du snack, des lingettes, etc. Donc transformer le taxi en boutique pour que le chauffeur puisse gagner un peu plus sa vie, un peu mieux sa vie. Et puis nous avons un 4e métier, c'est celui
Alors là, c'est plus sur l'esprit de reconnaissance, c'est de fédérer une communauté à travers la communauté African Driver. C'est parce que l'objectif de C'est mon taxi, ce n'est pas simplement de rester à Dakar, mais c'est de se développer sur tout le continent où les besoins en matière d'accession à la propriété de taxi, au niveau du renouvellement de la flotte, au niveau de la mobilité, sont énormément présents et très importants. Je pense par exemple à la Côte d'Ivoire ou au Gabon. Alors, vous êtes dans le secteur du transport ici au Sénégal. Quelle est la vision que vous portez pour cette activité? Il y a un gros potentiel et puis une marge de progression importante sur la partie transport de personnes à la demande, dont le taxi est un des acteurs. Moi, je ne crois pas au système des VTC à la Uber, avec des véhicules de standing, etc. Parce que je pense que le marché ne s'y prête pas. Par contre, je pense que nous avons une marge de progression pour aider d'abord le renouvellement du parc auto, tout en répondant à des problématiques environnementales. Il y a 300 000 véhicules qui circulent à Dakar. C'est je crois que c'est la 25e ville la plus polluée au monde. Et les effets, les gaz émis par les véhicules y contribuent, donc les taxis, qui sont à peu près 20 000 à Dakar. La moyenne d'âge est de 19 ans. La moyenne d'âge de la flotte de taxis est de 19 ans, donc il faut contribuer à renouveler. Malheureusement, et c'est une problématique à laquelle on répond, c'est que les chauffeurs de taxi ne gagnent pas suffisamment leur vie pour pouvoir racheter un véhicule ou acheter tout simplement un véhicule un peu plus neuf, un peu plus sécurisé, un peu moins polluant. Et nous, on intervient sur ce sujet-là. Ensuite, avec notre application, qu'est-ce qui va se passer? Ce qu'on veut, c'est réorganiser un petit peu les courses. Qu'on n'ait pas des chauffeurs qui traversent toute la ville pour aller gagner 2000 ou 3000 francs CFA, alors que c'est pas du tout rentable. Que ça contribue un peu plus aux embouteillages, à la pollution, à la détérioration de son véhicule. Bref, réorganiser un peu logistiquement. Donc, Dakar, pour démarrer et réfléchir à ce business qui est C'est mon taxi, c'est très très intéressant parce qu'on part de très très loin et la marge de progression est très importante. D'accord. Dakar, pour un début, vous comptez vous installer dans d'autres villes, dans d'autres pays peut-être? L'idée, c'est de modéliser sur Dakar. Donc c'est notre site pilote, c'est notre base arrière. Et l'idée, c'est ensuite de conquérir l'Afrique. Les besoins sont présents dans toutes les grandes capitales africaines. Abidjan, Libreville, Yaoundé, Lomé. Il y a des tas de villes où on a ces problématiques-là, à la fois de formation des chauffeurs de taxi, à la fois sur l'accession à la propriété des taxis. Et je pense que c'est dans l'intérêt des États, des populations, des consommateurs, de pouvoir avoir une société comme C'est mon taxi pour pouvoir répondre et les accompagner sur ces sujets-là. Partout où vous passez, vous évoquez le partage. Vous êtes un homme de partage d'idées, transfert des compétences et autres. Le fait de revenir en Afrique parce que vous êtes issu de la diaspora, est-ce que c'est une façon de tendre la main à l'Afrique, au continent? Je pense que c'est pas tendre la main, je pense que j'ai pas une vision misérabiliste de l'Afrique. C'est peut-être aujourd'hui, vous savez, on entend beaucoup à droite, à gauche, l'Afrique aurait besoin des autres continents, l'Afrique a besoin de l'Europe, l'Afrique a besoin de l'Asie. Moi, je pense plutôt qu'aujourd'hui, c'est l'Asie, l'Europe, les États-Unis qui ont besoin de l'Afrique. Parce que c'est le continent d'aujourd'hui et c'est le continent de demain. C'est des potentiels de croissance dans tous les domaines qui sont exceptionnels. Une population très jeune, des besoins en consommation qui vont aller en se développant. Donc, je ne crois pas que ce soit dans ce sens-là qu'il faille regarder. Par contre, je pense que la diaspora, oui, ceux qui aiment l'Afrique, on peut être d'origine africaine, on peut aussi se sentir très proche de l'Afrique pour différentes raisons, proximité culturelle, idéologique, sociale, religieuse, pourquoi pas, etc. On a un rôle à jouer pour contribuer, canaliser ce développement avec une vision, en tout cas pour ma part, très éthique, c'est-à-dire que ce développement économique légitime et nécessaire se fasse dans l'intérêt des gens qui sont là, de l'humain, et repenser l'homme avec un grand H au centre de toutes nos réflexions. Tout ce développement économique doit se faire dans l'intérêt des gens, sinon ça n'a pas de sens. Vous avez dit qu'on a un rôle à jouer, vous de la diaspora. Comment la diaspora peut contribuer au développement de notre continent, bien sûr, parce que nous sommes un continent, vous venez de dire, avec une énorme potentialité. Comment la diaspora peut contribuer à ce développement?
Oh bah, il y a plusieurs façons de faire. Dans cette diaspora, il y a des gens déjà qui travaillent beaucoup et qui font un travail formidable depuis l'Europe, depuis les États-Unis, et qui font un transfert, par exemple, de compétences. Il y a beaucoup de gens qui viennent transmettre ce qu'ils ont appris dans des belles écoles, dans des grandes écoles européennes, américaines. Vous avez aussi un flux financier qui est important. Des gens qui envoient de l'argent, comme le faisait mon papa au Maroc, d'autres le font ici au Sénégal, pour aider la famille, pour investir aussi dans des activités, des petites activités de commerce, de proximité, mais aussi pour faire de l'investissement un peu plus lourd. Moi, je fais partie de ces modestes investisseurs qui est arrivé au Sénégal pour créer Mon Taxi. C'est quand même plus de 600 millions de francs CFA investis. Donc je fais partie de ces petits investisseurs qui arrivent. Et puis ensuite, vous avez les très gros qui sont là pour structurer un peu les routes, la grande distribution, l'électricité, la distribution de carburant, l'exploitation des ports. Donc chacun à son niveau, je pense, dans cette diaspora a un rôle à jouer. Maintenant, il faut peut-être la canaliser, mais on va avoir le même problème en Afrique, peut-être au Sénégal et dans d'autres pays africains que l'on a en Europe. Et ça, il faudra faire très attention, je pense. C'est que la sphère économique va toujours plus vite que la sphère administrative. Et l'administration, on en a besoin et elle doit être au service du développement économique et pas l'inverse. Et il faut que les deux aillent en même temps. Or, on a un développement extraordinaire et très rapide de la sphère économique, il faut que l'administration et les organisations administratives suivent. Et là, il y a peut-être aussi un transfert et un rôle à jouer de la part de la diaspora, de grands fonctionnaires issus de ces pays-là qui peuvent aussi y contribuer. Ok, et quelles sont justement les difficultés administratives pour la diaspora? La difficulté administrative, elle se résout toujours. Moi, je pense que c'est déjà une difficulté et les barrières qu'on peut avoir dans la tête. Vous savez, quand on est issu de la diaspora, on a un sentiment de proximité avec ce continent. On se dit, mes racines sont là-bas quand même. On est français, pour ma part, on est français. On a grandi en France, on est français. On voit le monde comme des Français. On a été à l'école française. On est fondamentalement français. Et on a envie d'aller là-bas, mais c'est une forme d'autocensure. On se dit c'est trop loin, l'Afrique, c'est un doux rêve, mais de là à passer le pas, c'est l'aventure, c'est prendre des risques. Et dans tous les domaines, prendre des risques, ça peut freiner. Alors les plus audacieux, les plus inconscients vont passer le pas. Ceux qui sont à la recherche d'un peu d'adrénaline, qui ont envie d'aller faire autre chose, qui ont envie de donner un autre sens à leur vie. Et c'est peut-être ça la première barrière, c'est de rassurer, de communiquer un peu plus sur le continent en disant c'est le pays de la Teranga, c'est le continent de la Teranga, c'est le pays de la Teranga, c'est le bienvenu. Et moi, je l'ai vécu ici il y a 1 an, on est très bien accueillis. Après, les problèmes administratifs, moi, je suis très loin d'être de ceux qui jugent en disant « Ah, mais vous savez, en France, ça se passe comme ça, et chez vous, ça se passe... » Non, chacun a son histoire. Je ne peux pas mettre en parallèle l'administration française, l'administration sénégalaise, l'administration marocaine. Chaque pays s'est construit avec ses difficultés. La France n'a pas eu les difficultés du Sénégal ou du Maroc ou d'autres continent, elle n'a pas été colonisée, elle n'a pas été encore un petit peu, à part les Allemands, mais grosso modo, ça n'a pas joué forcément sur son développement. Aujourd'hui, il faut peut-être plus que critiquer les administrations, c'est être force de proposition. La critique, elle est toujours bonne quand il y a une proposition derrière. Mais dire « Ah non, c'est compliqué, l'Afrique c'est compliqué parce que l'administration est compliquée », soyez assurés qu'en Europe, l'administration est tout aussi compliquée. On passe beaucoup de temps à travailler pour eux aussi là-bas. Oui, bien sûr. Alors, vous qui êtes entrepreneur et vous êtes en Afrique, voilà, vous êtes retourné en Afrique puisque vous êtes toujours africain, marocain, bien sûr, même si vous êtes français quelque part. Quelles sont les potentialités économiques pour l'Afrique? Moi, je crois qu'il y a tout à faire en Afrique, avec les Africains, pour les Africains, et contribuer modestement à faire avancer ce continent dans tous les domaines, dans le domaine du service, dans le domaine de l'industrie. Moi, je suis un spécialiste du service. Je vois tous les jours, il n'y a pas une journée où je ne suis pas dans les rues de Dakar et je vois une idée qui peut
qui me traversent l'esprit en me disant mais tiens, ça marcherait ici, que ce soit dans la distribution alimentaire, que ce soit dans les services à la personne, que ce soit dans les transports, que ce soit dans les services informatiques, dans la communication. Il y a des tas de choses à faire. Pourquoi? Parce qu'on part de loin, parce qu'il y a presque rien, parce que c'est un terrain vierge, ou quasiment vierge. Et donc les potentialités, et c'est aussi ça qui est intéressant, c'est que comme tout est à faire, tout est possible. Et quand tout est possible, le champ de l'imagination, la créativité peut s'exprimer. Au fond, l'Europe est un vieux continent. Les taux de croissance économique sont très faibles. Vous savez, ça va être un peu simpliste ce que je vais dire, mais tous les foyers ont 2 frigos, 2 télés, 2 voitures, ont accès aux services. C'est difficile d'offrir plus dans des pays déjà extrêmement développés. Alors que dans des pays sous-développés, dans un continent comme le continent africain, le continent aussi sud-américain ou asiatique, où les choses ne sont pas encore totalement structurées, arrêtées, faites, tout est open. Moi, on me dit, j'ai certaines mauvaises langues qui me disent, mais tu vas en Afrique, mais il n'y a rien là-bas. Il y a 2 façons de voir. Ou on dit, il n'y a rien, donc j'y vais pas. Ou l'autre, qui est peut-être un peu plus entreprenante, c'est parce qu'il n'y a rien que j'y vais. Parce qu'il y a tout à faire, ou presque. Donc non, il faut venir, mais il ne faut pas venir avec une vision un peu impérialiste. Allez, j'ose des mots parce qu'on va se parler franchement, pas avec une vision colonialiste de l'impérialisme européen qui arrive en disant poussez-vous, moi je sais tout, je vais tout faire ici. Non, il faut être dans la co-construction, il faut être dans le respect de l'individu, il faut être dans l'écoute, et puis il faut le faire dans l'intérêt surtout, non pas de pomper des richesses et repartir avec, mais de créer de la richesse sur place et de la partager avec ceux qui sont là. Ça donne du sens. Parce que finalement, on mange 3 fois par jour. Hein, quand vous avez une grande maison, quand vous êtes arrivé au bout de ce que vous pouvez avoir, ça ne sert à rien. Je l'ai écrit récemment sur un des réseaux sociaux. On n'a jamais vu un coffre-fort suivre un corbillard. On n'emmènera pas tout ça avec nous. Donc, ce qu'on peut amener avec nous, c'est peut-être un peu de ce qu'on a laissé, c'est-à-dire le bien qu'on aura pu faire autour de nous. Et ça passe par là. Donc, c'est l'impact social. On peut gagner de l'argent. C'est légitime. Je pousse à ça. Mais il faut aussi que ça reste un critère, c'est l'impact social. Qu'il y ait un impact sur l'environnement et qu'il soit dans l'intérêt de ceux qui sont là. Avant d'aborder la seconde partie de notre entretien qui sera orientée par rapport aux conseils et autres que vous pouvez donner aux jeunes, vous aimeriez, qu'est-ce qu'on n'a pas évoqué dans cet entretien et dont vous aimeriez bien en parler? Moi, j'aimerais qu'on parle aussi de tout ce qui va bien en Afrique. J'aimerais qu'on soit aussi un peu plus sur le journal des bonnes nouvelles. Il y a des tas de choses qui se passent de manière positive dans tous ces pays, que ce soit au Sénégal, que ce soit au Maghreb, que ce soit en Afrique du Sud, que ce soit en Afrique de l'Est. Ça, j'aimerais qu'on mette plus en avant les actions positives, parce que depuis l'Europe, on a une vision qui est un peu biaisée. L'Afrique, c'est loin, c'est des pays où il y a une instabilité politique, où les gens où c'est un peu risqué d'aller, où il y a des maladies, etc. Alors que la réalité de terrain, elle est totalement différente. Donc il y a peut-être ce sujet de communication, et les pays, je ne vais pas faire de victimisation, les pays émetteurs aussi, les pays concernés sont responsables aussi de la maîtrise de leur image. Il y a peut-être ce sujet-là qui me tient à cœur, changer l'image un peu de l'Afrique, et peut-être de faire comprendre aux Européens et au reste du monde qu'il n'y a pas une Afrique, il y a des Afriques. Le Sénégal, ce n'est pas l'Éthiopie, ce n'est pas le Mozambique, ce n'est pas l'Afrique du Sud, qui n'est pas le Gabon, qui n'est pas le Cameroun. Il y a des cultures, des peuples, des ethnies, des histoires différentes, et déjà, ne serait-ce que corriger ça. Parce que quand on regarde l'Afrique, depuis l'Afrique, en imaginant l'Europe, les Africains sont bien conscients qu'un Suédois ou un Norvégien, c'est pas tout à fait pareil qu'un Espagnol ou un Italien. Cette différence, elle est faite en Afrique, mais depuis l'Europe, bien souvent, l'Afrique, un Sénégalais ou un Sud-Africain ou un Éthiopien, c'est pareil. Il faut corriger ça, il faut plus communiquer sur la culture et l'histoire. Et la culture et l'histoire de l'Afrique, elle n'est pas totalement enseignée comme elle devrait, en tout cas en France. Et c'est peut-être aussi aux Africains de pousser, les Africains dans leur large majorité, les pays africains, de pousser à ce que l'enseignement de leur histoire soit fait aussi en passant par exemple par cette diaspora. Monsieur Aziz, merci d'être passé. Merci de votre invitation. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Nous vous disons merci de votre fidélité à Audace Télévision, la chaîne qui donne la parole aux leaders et entrepreneurs. Donnons-nous rendez-vous justement pour un prochain numéro. D'ici là, portez-vous bien.